Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 4e Midi de l'Emploi, donc en direct. Ce temps est organisé par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, grâce au soutien de la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a pour objectif de vous outiller pour favoriser l'emploi dans votre structure de l'ESS en traitant de thématiques précises, notamment comme aujourd'hui sur le recrutement. En guise d'introduction de ce temps, il nous est important de rappeler que les employeurs de l'économie sociale et solidaire sont aujourd'hui inquiets face aux mesures prises par le gouvernement, notamment vis-à-vis du projet de loi de finances 2025 adopté, qui prévoit des coupes budgétaires concernant directement les employeurs de l'économie sociale et solidaire. L'UDES s'inquiète particulièrement d'une baisse de 4 milliards d'euros du budget de la mission Travail-Emploi, soit une réduction de 17% plus importante que prévu. Cette coupe budgétaire entraînera notamment des diminutions sur les aides à l'emploi. Les estimations réalisées par l'UDES évaluent à 186 000 le nombre d'emplois menacés et ainsi le risque d'un choc social et d'une crise économique d'ampleur demeure à partir du second semestre 2025 et du premier semestre 2026. La mise en péril d'un certain nombre d'emplois ne retire pas le fait que pour de nombreux employeurs de l'ESS, les recrutements sont parfois très difficiles, notamment sur des métiers identifiés comme en tension. Donc c'est pourquoi nous avons organisé ce temps aujourd'hui. Et nous pouvons entre autres citer les métiers de la cohésion sociale, mais nous reviendrons précisément sur ce thème juste après dans le cadre de nos échanges. Ne tardons plus à présent et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le recrutement est un enjeu clé pour toutes les entreprises, mais encore plus pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de par l'utilité sociale forte des structures dans l'ESS. Dans un marché de l'emploi en tension, il est essentiel pour nos organisations de se démarquer par rapport aux entreprises dites conventionnelles et d'attirer des talents qui partagent les valeurs que nous souhaitons avoir en tant qu'entreprise de l'ESS. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les structures de l'ESS peuvent agir en faveur du recrutement, que ce soit par la mise en place de processus clairs en interne, la mise en place d'actions en matière de QVCT, par exemple, ou par des dispositifs de recrutement innovants, donc, que nous allons voir notamment avec France Travail. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir tous les trois sur ce plateau télé. Donc, Virginie Thiebaud, responsable du programme Recruter autrement au sein de la direction régionale de France Travail, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Xavier Bory, consultant entreprise spécialisé sur les questions de l'attractivité et la fidélisation au sein de la direction régionale de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, Magali Lopez, chargée de gestion RH au sein de l'association Vacances Léo Lagrange, donc qui œuvre dans le secteur du tourisme social et familial. Bienvenue à vous trois. On va commencer tout de suite par toi, Virginie. Bienvenue. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la situation actuelle du marché de l'emploi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Oui, bien sûr, Bérédith. Bonjour à tous. C'est vrai que le taux de chômage pour notre région est arrivé à un niveau historiquement bas, puisque le taux de chômage actuel est de 7,9% contre 7,2% au niveau national. La loi pour le plein emploi prévoit un emploi pour tous et porte l'ambition en fait de réduire ce taux de chômage à 5% d'ici 2027. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance du marché régional est extrêmement dynamique puisqu'on a à peu près 4 millions de déclarations préalables à embauche qui ont été enregistrées en 2024. Et puis, en ce qui concerne les secteurs qui recrutent le plus aujourd'hui, on va les regrouper sous la forme des secteurs afférents aux services, donc services sanitaires et social, services aux entreprises, hôtellerie-restauration, mais aussi, donc, du coup, le secteur de l'agriculture, de l'industrie et de la construction. Il faut se dire aussi que notre région reste la deuxième région la plus touristique de France et que 40% de l'emploi est saisonnier, notamment dans la Cherté et dans l'agriculture. Et aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés de recrutement sur ces secteurs ? Parce que ce n'est pas forcément les secteurs qui recrutent le plus qui sont les plus en tension.
Donc, quand on dit qu'un métier est en tension, par exemple, ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, effectivement, paradoxalement, chaque année, on fait des enquêtes de besoins de main-d'œuvre à France Travail. Et qu'est-ce que cette enquête met en exergue pour 2024? Donc 250 000 perspectives d'embauche, Okay. mais paradoxalement, elle met aussi en exergue 62% des difficultés ressenties par les entreprises, tous secteurs confondus. Donc ça s'explique effectivement, soit par des difficultés de main-d'œuvre. Vous le voyez à l'écran, 80% relèvent d'une pénurie de candidats. Soit ça peut être aussi une inadéquation des compétences sur le marché à hauteur de 69%. Des conditions de travail, de tout ce qui relève aussi de la marque employeur, du déficit d'image des métiers, du secteur d'activité et ou de l'entreprise. Des conditions d'accès aussi au lieu de travail. Et puis, des procédures internes de recrutement qui, quelquefois, sont peut-être trop longues ou pas assez transparentes. Quoi qu'il en soit, je pense que ces critères-là qui ont été exprimés par les employeurs de la région, il faut les associer à une approche plutôt systémique où, quelquefois aussi, on peut y ajouter des difficultés de logement, des difficultés de mobilité et ou d'infrastructure. En tout cas, ces difficultés de recrutement doivent amener chaque entreprise à se réinterroger sur ses pratiques de recrutement et peut-être à recruter des candidats qui ne cochent pas toutes les cases et s'ouvrir à des profils atypiques. Merci Virginie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement en parlant de tout ça, donc à la fois du processus de recrutement, plutôt des aspects qui relèvent de l'employeur, en fait, sur quoi l'employeur peut-il jouer pour favoriser le recrutement dans sa structure. Il y a aussi d'autres facteurs, Xavier, je me retourne vers toi maintenant, qui peuvent mettre en difficulté les entreprises. C'est aussi l'évolution peut-être des attentes des candidats aujourd'hui. Et il me semble que l'APEC a fait une étude sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Donc effectivement, les attentes des candidats, elles ont évolué ces dernières années. On l'a parlé, il y a une tension sur le marché de l'emploi. Les recruteurs ont de plus en plus de difficultés à trouver. Donc les candidats ont pu aussi revoir leurs exigences, entre guillemets, à la hausse. Et les moteurs qui sont les leurs aujourd'hui pour changer d'entreprise, ou en tout cas ce qui va les intéresser pour aller rejoindre une entreprise ou une autre, c'est notamment l'équilibre vie pro, vie perso, qui est le premier levier qui est évoqué à 57% par les cadres pour leur souhait éventuellement de changer d'entreprise. Celui qui vient en deuxième, c'est l'intérêt du poste. Donc, l'intérêt du poste et d'émission, donc là, ça vient à 54%, donc c'est vraiment quelque chose qui est un moteur aussi. Voilà, quitter son poste ou aller rechercher un poste qui va vraiment nous apporter quelque chose et puis qui sera un moteur pour la motivation des candidats. Celui qu'on retrouve en troisième, qui reste malgré tout important, même si parfois on a pu, quand on parle de marque employeur, on dit que ce qui est plus important, c'est la valeur, le sens, etc. La question de la rémunération reste quand même quelque chose qui est très important, qui est évoqué dans 50% des cas. Et un point qui relie bien aussi avec la raison d'être des personnes qui travaillent dans l'ESS, c'est l'utilité du poste pour la société. Et l'émission qui revient quand même assez souvent, qui vient en 5e position dans ce qu'on a identifié et qui est à 31%. Donc si on fait un petit focus sur ces différents points, sur l'équilibre vie pro, vie perso, finalement ce qu'on va retrouver aussi, alors qui n'est pas toujours évident, qui est en général accessible pour les cadres, mais pas forcément pour les personnes de terrain, c'est la question du télétravail, qui est depuis le Covid, qui est devenu quelque chose d'incontournable pour les cadres, puisque 53% des cadres n'envisageraient pas d'aller travailler sur un poste sur lequel il n'y a pas de télétravail. Donc ça, c'est quelque chose qui devient vraiment indispensable. Et ceux qui sont en poste, qui en bénéficient, à 49% ne se verraient pas quitter leur poste pour aller sur une entreprise où il n'y a pas ces modalités d'emploi. Donc c'est aujourd'hui aussi quelque chose qui est important d'avoir en tête. Pour l'intérêt du poste, ce qui constitue finalement l'intérêt du poste, de quoi on parle quand on parle d'intérêt du poste, c'est faire un métier qui a du sens, qui revient en première position. Donc là, on est typiquement et clairement sur les piliers fondamentaux de l'ESS. Apprendre de nouvelles choses, c'est aussi quelque chose qui revient largement à 60%. Donc c'est vraiment la volonté de se développer, de pouvoir grandir aussi avec son poste et puis rester employable. L'autonomie également est quelque chose qui revient très souvent à plus de 50%. Et avoir une charge de travail raisonnable. C'est aussi, ça revient
Ça rejoint l'équilibre vie pro-vie perso dont on parlait tout à l'heure. Sur la rémunération, 50% des cadres seraient prêts à changer de poste pour une rémunération qui est supérieure de 10%. Donc ça reste aussi un enjeu qui est important. Donc je sais que dans l'ESS, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est évident, mais il faut s'assurer de ne pas être en décalage finalement par rapport au marché, en espérant jouer sur les autres leviers. Il faut savoir que la rémunération va malgré tout rester un enjeu réellement important. Et puis enfin la RSE, l'engagement sociétal de l'entreprise a aussi un impact important pour les candidats, puisque très souvent les candidats veulent rejoindre une entreprise occuper des missions qui ont un impact réel sur la société. Merci pour ces apports. En effet, je reviens juste sur le sujet de la rémunération. Parfois, c'est aussi compliqué pour les entreprises de jouer là-dessus, et notamment par rapport au financement qui viennent aussi de législation dans certains secteurs d'activité. Mais par contre, on peut aussi essayer d'agir sur d'autres leviers qui semblent essentiels et mettre en valeur, parfois, puisque ce n'est pas forcément le cas dans certaines structures de l'ESS, mettre en valeur déjà les engagements. Je pense au sens au travail, justement, que tu évoquais. Le sens au travail peut être vraiment mis en avant et via la marque employeur, mais on reviendra juste après sur ce sujet-là. Je m'adresse à toi, Magali. Est-ce que, donc, pour rappel, je travaille au sein de l'association Vacances Léo Lagrange dans le secteur du tourisme social et familial. Est-ce que ces enjeux, ces défis, est-ce que tu les ressens dans les recrutements que vous faites au sein de Léo Lagrange? Comment vous vous situez par rapport à ça au niveau des nouvelles attentes, etc.? Oui, tout à fait. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment liées à la saisonnalité, puisque le tourisme, nous embauchons beaucoup de candidats de manière saisonnière. Donc, c'est assez compliqué. Nous avons effectivement des métiers en tension, comme ceux de la restauration, où il est très difficile de recruter. Les collaborateurs saisonniers sont assez volatiles. Ils ont un certain problème d'engagement. C'est très compliqué pour eux de s'engager. Il y a certaines explications, notamment le nombre d'offres sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'offres dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie-restauration en général. Et puis, je pense que nous payons un peu les pots cassés de la maltraitance de ces collaborateurs qui n'ont pas été souvent respectés. Donc, ils sont volatiles, ils ont un gros problème d'engagement. Et aussi, maintenant, effectivement, comme le disait Xavier, il y a une recherche, une quête du sens au travail et de respect des qualités de vie et de conditions de travail. Vous mettez aussi en place des éléments là-dessus. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de concrètement ce qu'on peut mettre en place pour aller plus loin, je vous propose qu'on revienne d'abord sur un peu les bases d'un bon recrutement, ou en tout cas les revoir rapidement, les étapes clés essentielles avant même d'aller plus loin sur les questions de QVCT, de marque employeur, etc. Et Virginie, je te propose de nous présenter un peu ces éléments-là en tant que salarié chez France Travail. Merci. Donc oui, si on revient sur les étapes clés d'un processus de recrutement, donc comme vous le voyez à l'écran, bien définir le profil de poste. Donc sur le site France Travail, vous savez ça se base sur le répertoire des métiers, le ROM. La petite subtilité, c'est que vous pouvez personnaliser l'intitulé métier. Au-delà de ça, il faudra définir vraiment quelles sont les compétences douces, les compétences techniques, tout ce qui est critères académiques et d'expérience et qui figure dès le dépôt d'offres pour pouvoir avoir une sélection en correspondance. L'étape de choisir le contrat adapté. Là-dessus, effectivement, ça dépend de vous, mais il faut vraiment se laisser aussi la porte ouverte, si toutefois vous ne trouvez pas de candidat qui corresponde à vos besoins, de pouvoir aussi mobiliser les solutions France Travail, notamment tout ce qui s'appelle POEI, donc c'est un acronyme, mais c'est une formation préalable au recrutement. Donc quand il y a un gap de compétences, peut-être que vous allez pouvoir trouver un talent qui ne les aura pas toutes, mais pour lequel en fait vous pourrez mettre en place une petite formation avant de le recruter. Sur l'étape 3, fixer une fourchette de rémunération. Donc, ça a été abordé, mais c'est un élément extrêmement important. Sur les offres d'emploi de France Travail, c'est un élément obligatoire. Il faut savoir que d'ici 2026, il y a une directive européenne qui le prévoit comme obligation légale pour que les entreprises soient transparentes sur effectivement le salaire et puis tous les avantages sociaux du type prime, intéressement quand il y en a, comité d'entreprise, ça peut être aussi les tickets restaurants, etc. Toujours est-il que un élément indispensable pour faire preuve de transparence,
concurrence et puisque c'est un élément d'attractivité aussi pour les candidats. À ce titre, en fait, France Travail a investi dans tout ce qui est intelligence artificielle, qu'on a créé une application en fait numérique, un widget qui permet en fait, en tant qu'employeur, quand vous déposez une offre, de voir un petit peu en fonction du salaire que vous proposez, comment vous vous situez par rapport à vos concurrents, et puis aussi avoir un scoring dès le dépôt d'offre sur le nombre de candidats correspondant à vos critères de sélection. En général, donc du coup, c'est 90% des candidats qui correspondent à vos critères vous remontent en termes de données. En dehors du salaire, donc du coup, informez-vous sur les aides au recrutement. Sur ce sujet, à partir du moment où vous utilisez nos services, sur France Travail, en fait, vous avez un simulateur d'aide en vous basant sur votre espace recruteur. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser et ou à contacter nos 487 collaborateurs conseillers entreprises à France Travail. Rédiger l'offre d'emploi, ça reste essentiel sur des éléments d'attractivité d'offre d'emploi, mais je laisserai Xavier intervenir sur ce sujet. Diffuser l'offre d'emploi, bien évidemment. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a une stratégie marketing pour les entreprises. Il faut à la fois diffuser une offre d'emploi sur vos propres job boards, France Travail et ou réseaux sociaux, mais vraiment soigner tous les éléments d'attractivité sur ces sujets. Sélectionner les candidatures reçues. Sur ce point, je dirais qu'il y a une étude en fait de la Business Harvard Review, j'ai super bien réussi à le dire, qui démontre en fait que 95% des candidatures étaient gaspillées dans un processus de recrutement. Ce qui va être important lorsque vous sélectionnez les candidats, c'est tout ce qui relève de l'expérience candidat, du care candidat. Il faut prendre le temps aussi de répondre en fait aux demandeurs d'emploi qui prennent l'initiative aussi de vous démarcher. Donc ça, c'était un élément extrêmement important et impactant aussi sur votre marque employeur. En ce qui concerne la sélection, soit elle peut être accompagnée par des collaborateurs France Travail ou soit vous pouvez la faire effectivement en autonomie. Sur ces sujets-là, l'IA nous aide aussi à France Travail. On a créé une application qui s'appelle Match FT, Match France Travail, et qui permet en fait à nos conseillers, si vous voulez, d'avoir une IA conversationnelle qui transmet des SMS aux demandeurs d'emploi pour accélérer le processus de sélection et donc du coup s'assurer de la disponibilité et de l'intérêt du candidat pour le recrutement qu'il gère. Voilà, donc un petit gain d'efficience. Faire passer l'entretien d'embauche, bon ça vous avez des guides de l'entretien qui sont à votre disposition sur le site de France Travail. Déclarer tout ce qui est formalité administrative. Et puis un dernier point important aussi, tout ce qui est onboarding, accueillir et faciliter l'intégration du candidat. Ça se prépare en amont. Il faut prévoir effectivement les conditions d'accueil, les premiers pas du collaborateur et puis éventuellement aussi un tuteur. Voilà ce que je pouvais vous en dire rapidement. Merci Virginie, on a déjà pas mal d'éléments sur ces étapes. Peut-être que, alors à voir Xavier, est-ce que tu vas aller plus loin sur l'expérience candidat, notamment comment l'entreprise va venir aussi contacter le candidat, comment elle va communiquer tout au long du processus qu'elle aura clairement établi initialement? Oui, effectivement, on voit, on le disait tout à l'heure, les attentes des candidats ont changé, donc pour les souhaits de mobilité, mais aussi par rapport aux process de recrutement qui sont mises en œuvre. Ils sont en attente de choses qui soient beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles aussi. Donc la première chose qui revient souvent, c'est qu'ils veulent un processus de recrutement qui soit plus resserré et plus lisible. C'est-à-dire qu'ils veulent, dès le début du process de recrutement, savoir comment ça va se dérouler, connaître les étapes et essayer d'avoir un process qui soit le plus... qui va leur générer le moins d'énergie possible. En tout cas, pas d'énergie démesurée par rapport aux enjeux du poste, parce qu'il faut savoir qu'un recrutement de cadre, en moyenne, ça dure 3 mois, donc c'est quelque chose qui est assez long, donc on peut essayer de voir comment on peut réduire ces délais. En général, les cadres estiment que 2 à 3 entretiens maximum pour un recrutement, c'est quelque chose qui est idéal. Alors, on sait qu'on peut être dans certaines structures sur beaucoup plus, avec beaucoup plus d'étapes aussi qui viennent se rajouter. Et donc, ils veulent être informés dès le début du process, de savoir combien j'aurai d'entretien, combien de temps potentiellement ça va prendre, est-ce qu'il y aura des tests, quel type de tests, dans quel délai je peux potentiellement avoir un retour. C'est cette lisibilité-là aussi qui est demandée de la part des candidats.
Et ce qui est très important aussi, c'est d'éviter les étapes surprises. C'est-à-dire, vous avez dit que ça allait se passer comme ça, finalement. Ça serait bien aussi de nous faire peut-être un petit dossier supplémentaire ou une petite étude de cas, etc. C'est quelque chose qui est généralement plutôt assez mal perçu. C'est une étude qualitative qu'on a fait aussi sur ce sujet. Ça fait partie des verbatims qui reviennent. Et ce qui est important aussi, c'est d'être informé au fil de l'eau de l'avancée de la candidature. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir 2-3 entretiens, mais il ne faut pas que ça soit silence radio entre-temps. Donc avoir un retour au moins 15 jours après le premier entretien ou après la dernière étape, c'est quelque chose qui est clairement demandé. La mobilisation raisonnable, donc voilà, éviter les entretiens pour les entretiens, essayer dans la mesure du possible de grouper ces entretiens. Voilà, si on sait qu'il y aura un entretien RH, un entretien manager par exemple, est-ce que c'est pas possible de faire déplacer le candidat une seule fois? Par exemple, éviter aussi la redondance, avoir 2 entretiens différents avec 2 personnes différentes qui vont poser exactement les mêmes questions. Donc s'assurer aussi de s'assurer en interne au niveau des recruteurs qu'on est plutôt sur des entretiens qui sont complémentaires plutôt qu'une redite effectivement pour les candidats. Ce qui est attendu au plus, donc là c'est au-delà du process, c'est plutôt sur la description du poste. Donc on en parlait tout à l'heure sur l'offre d'emploi. Les candidats veulent aussi avoir plus de lisibilité sur ce qui va les attendre. Donc l'offre d'emploi, elle doit être claire, elle doit être complète sur les basiques finalement. On doit à peine en parler, on pense que c'est quelque chose qui est évident, mais sur le contenu du poste, sur la santé financière de l'entreprise, sur le niveau d'autonomie, sur le mode de fonctionnement, sur la reconnaissance que peuvent avoir les collaborateurs. Donc ça, c'est finalement les basiques, le télétravail par exemple, organisation de travail aussi. Mais aussi ils sont en attente d'informations un petit peu plus complémentaires, comme quel est le niveau de reconnaissance des collaborateurs, quelle est la charge de travail, quelle est l'ambiance et la relation de travail, le mode de management, etc. C'est aussi des petites choses, alors qu'on va peut-être pas forcément faire apparaître directement dans l'offre, même si on peut le faire, c'est mieux. En tout cas, il faut penser à l'aborder dans les relations qu'on a avec les candidats lors du process, lors du premier entretien de recrutement, parce que c'est des informations que les candidats ont souvent du mal à trouver par ailleurs. Donc, ils peuvent aller sur les réseaux, sur les sites de notation, etc. Mais si vous l'abordez vous directement avec eux, ça sera forcément bénéfique, ça va jouer en votre faveur en termes d'attractivité. Et dernier point qui relève et qui est souvent revenu de la part des candidats, c'est d'avoir davantage de considération tout au long du process de recrutement avec le candidat, c'est-à-dire dans la qualité de l'échange, dans la qualité de l'entretien qu'on va avoir avec le recruteur et donc avec le candidat, avoir des échanges qui soient équilibrés et avoir la possibilité pour le candidat de poser toutes ces questions, que le recruteur soit aussi dans une démarche de donner envie au candidat aussi de venir travailler chez lui. Donc c'est vraiment une relation équilibrée qu'il doit y avoir effectivement entre les deux, et être vraiment dans l'échange et pas hésiter à donner envie au candidat aussi de venir travailler. Est-ce qu'on peut se faire accompagner par France Travail ou l'APEC quand on est employeur et qu'on n'est pas forcément formé à ces nouvelles pratiques et que c'est pas tellement comment s'y prendre? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui existe pour recruter? Oui, il y a un accompagnement qui existe. Après, c'est sur ces sujets spécifiques, effectivement, de marque employeur ou d'attractivité de l'offre d'emploi, on fait des masterclass qui sont à disposition de toute entreprise, en fait, de la TPE à la grande entreprise. N'hésitez pas à nous solliciter. Et soit on peut traiter le sujet de manière individuelle ou de manière groupée en fonction de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Super, merci. Effectivement, à l'APEC aussi, on peut vous accompagner sur ces questions. Alors, au-delà de la marque employeur, la promesse employeur, etc., j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais sur le process aussi de recrutement, sur comment mener un entretien, etc., on fait des web ateliers ou des webinaires sur le sujet. Et s'il y a besoin d'approfondir, on peut également échanger en individuel avec les clients qui en auraient besoin. Merci beaucoup. Magali, vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagnée sur cette procédure parce qu'elle est assez claire, en tout cas chez Vacances Léo-Lagrange. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qui a été dit, notamment comment vous, en fait, finalement, vous procédez sur l'offre d'emploi? Qu'est-ce que vous mettez en valeur? Peut-être que ça peut aussi donner des idées au-delà de la constitution de l'offre d'emploi sur ce qui peut être proposé aux salariés en plus d'un salaire, de conditions de travail. En ce qui concerne les offres d'emploi, on essaie d'être le plus clair possible, de toujours noter la rémunération, c'est quand même très important. De grandes précisions sur les missions
que va occuper le nouveau collaborateur. Et ce qu'on essaie de mettre en lumière aussi, ce sont les avantages proposés par l'entreprise, notamment le logement. Alors là, je parle des collaborateurs saisonniers en particulier, c'est-à-dire qu'on leur propose un avantage logement et nourriture. C'est très important parce que nous recrutons sur toute la France. Donc, un collaborateur qui va venir du Nord et qui viendra travailler chez nous à Marseille aura forcément besoin d'être logé. Et aussi, une précision quand même, c'est que nous proposons les avantages du CSE, quel que soit le contrat de travail. Donc, le comité d'entreprise, l'ancien comité d'entreprise, et nous le précisons bien dans nos offres d'emploi. Et concernant le process de recrutement, si je peux me permettre une petite précision, il va être différent en fonction des postes qui vont être proposés. Donc, sur un saisonnier, ça va être un temps de recrutement très court. C'est-à-dire qu'il y aura un échange avec le manager, soit par une visio, soit par téléphone. Par contre, si nous recrutons un cadre, on aura un process qui sera beaucoup plus long, mais qui sera bien précisé au candidat, avec une date de réponse et une date de prise de poste. On a une question sur le SMS Wall. La question est la suivante. Comment peut-on s'y prendre pour recruter un profil atypique, un vrai pari? Et je m'adresse à toi, Magali, sur cette question. Est-ce que tu as des conseils sur les profils qu'on peut recruter, ou du moins, quel est, vous, aujourd'hui, votre pari chez Vacances Léo Lagrange là-dessus? Déjà, on va partir du principe que le recrutement est un vrai pari. C'est un jeu de dés et nous avons de grandes difficultés dans le tourisme. Un profil atypique, je pense qu'il faut se séparer de ses biais. On a tous des biais à la lecture d'un CV. Il faut prendre le candidat tel qu'il est, tel qu'il se présente, et aussi mettre en avant sa motivation. Il ne faut pas s'arrêter simplement à ses expériences ou à sa formation. Un diplôme ne présage pas forcément un candidat motivé. Et je pense qu'il faut aller au-delà du CV. Et je pense que le plus intéressant quand même, c'est d'échanger avec lui en direct, pour ne pas écarter, comme disait tout à l'heure Virginie, des profils qui ne correspondraient pas au départ à l'offre d'emploi et au profil de poste. On peut aussi décider d'éventuellement former nos salariés aussi. Complètement. Oui, complètement. La formation, déjà, l'employeur a une obligation d'employabilité de ses collaborateurs. Et c'est vrai que la formation joue un grand rôle. Et je pense qu'il est plus intéressant d'embaucher un collaborateur qu'on pourra former à notre culture d'entreprise, à nos métiers. Et ce sera forcément un collaborateur plus performant et plus engagé. Si je comprends bien, le recrutement ne se limite pas à l'embauche. Donc, comme on vient de le voir, ça englobe aussi pas mal de choses. Et on parlait de marque employeur juste avant. En quoi c'est essentiel aujourd'hui d'agir sur sa marque employeur, Xavier? Comme on le disait effectivement tout à l'heure, le marché s'est tendu. Les candidats ont aujourd'hui de plus en plus le choix de choisir justement leur futur employeur. Et donc, c'est en ça que c'est important de sortir du lot, effectivement, de se démarquer des autres entreprises pour donner envie aux candidats de venir travailler chez nous. Il y a des enjeux aussi de fidélisation, parce que la marque employeur, c'est pas que donner envie aux candidats de venir travailler chez vous, c'est aussi fidéliser les collaborateurs qui sont actuellement en place. Donc, quelques chiffres pour montrer en quoi c'est important. Effectivement, la marque employeur, pour donner envie aux candidats de venir nous rejoindre, 90% des collaborateurs seraient prêts à changer d'entreprise pour une structure qui a une meilleure image, qui a une meilleure réputation que la leur. Donc on voit bien que ça peut être un moteur au changement pour les candidats. Un autre chiffre qui est important, c'est si on s'adresse notamment aux jeunes générations, on voit que 70% des millennials utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner sur la marque employeur de l'entreprise, et donc pour choisir potentiellement leur futur collaborateur, pour leur futur employeur, pardon. Donc on voit qu'être présent aussi sur ces supports-là, soigner sa communication, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir permettre de toucher les nouvelles générations. Donc finalement, la marque employeur, c'est quoi? C'est soigner sa communication externe? Comment ça fonctionne? C'est quoi la définition de ce terme? Alors la marque employeur, effectivement, alors c'est vrai que ça se limite pas à la communication, c'est même avant d'être de la communication, avant de dire que c'est attirer des nouveaux candidats, c'est déjà fidéliser les collaborateurs en interne. Donc une petite définition qu'on utilise à l'APEC, c'est pour la marque employeur, c'est que c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour donner envie de travailler chez vous, mais aussi d'y rester. D'accord ? Donc il y a vraiment ces deux notions de fidélisation et puis d'attractivité qui fonctionnent ensemble. Et il faut peut-être d'ailleurs même le voir dans le sens, c'est-à-dire comment je réfléchis, qu'est-ce que je mets en place au sein de mon entreprise pour donner envie aux candidats
de rester, pour les fidéliser le maximum. Et à partir de cette base-là, quand on a une base qui est solide, quand on a des piliers qui sont solides, on va pouvoir communiquer en externe pour faire savoir ce qu'on fait de bien, pourquoi les collaborateurs se sentent bien, et à ce moment-là, attirer des nouveaux candidats. Donc la marque employeur, finalement, c'est un mix de l'identité employeur, l'image employeur interne et de la réputation externe. Donc l'identité employeur, c'est tout simplement qu'est-ce qui est constitutif de l'entreprise, quel est son ADN, quelles sont ses valeurs, quels sont ses services, quel est son mode de fonctionnement, son mode de management, ses normes, etc. Quel est son environnement, sa localisation, toutes ces petites choses. On a parlé de la localisation, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'identité employeur. Et puis ensuite, il y a l'image employeur interne. Donc c'est vraiment la perception qu'ont les collaborateurs qui travaillent au sein de la structure, pourquoi ils s'y sentent bien, qu'est-ce qu'ils disent de leur entreprise quand ils en parlent en externe à leurs amis, à leurs collègues, à leurs partenaires, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui va avoir un fort écho malgré tout vis-à-vis de l'externe, puisque c'est porté par les collaborateurs. Et enfin, il y a la réputation externe, où là on est plus sur la perception qu'ont les personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Ça peut être les partenaires, etc. Et c'est quelque chose sur lequel on a un petit peu moins d'impact. Et c'est là où la question de la communication sera la plus importante pour jouer sur cette réputation externe, mais ça n'aura pas d'impact positif si ça n'est pas d'abord vécu, ressenti, s'il n'y a pas des vrais leviers de motivation et de sentiment d'appartenance et d'épanouissement des collaborateurs au sein de l'entreprise. Tout doit partir de là pour pouvoir derrière communiquer dessus en externe. Sachez que l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'ESS, a mis en place aussi l'appel des employeurs engagés, qui est une charte qui a été signée par l'ensemble de ses membres en 2021 et qui permet aussi aux structures de l'ESS d'avoir une notion des indicateurs clés, ou en tout cas des éléments qu'on peut regarder en fait dans la structure pour pouvoir favoriser sa marque employeur et son attractivité. Donc il y a 5 piliers au total, ça va du dialogue social, la qualité de la formation professionnelle, mais aussi l'impact social, l'impact environnemental de la structure qui va constituer aussi le sens qu'on peut donner à son emploi. Et puis, particularité de l'ESS, le lien avec la gouvernance, du coup une gouvernance démocratique, ça c'est un peu aussi la base de nos structures de l'ESS, mais comment aussi on va impliquer nos salariés dans ces discussions stratégiques dans les structures de l'ESS. Sachez également que l'APEC a un parcours d'accompagnement sur la marque employeur. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, on a deux manières de vous accompagner effectivement sur la marque employeur. Donc on a à nouveau des web ateliers sur le sujet. Donc pour voilà quelles sont les bases effectivement de la marque employeur, un peu pour s'acculturer aussi sur le sujet. On peut le faire ensuite pour aller plus loin sur des ateliers qui sont en présentiel où là on va vraiment prendre un petit peu plus de temps, se pencher aussi sur la situation réelle des entreprises qui sont présentes, donc avec un travail de co-développement et bénéficier du regard extérieur des autres participants, travailler sur sa marque. Donc on reste sur un format qui est collectif. Et ensuite on a un accompagnement individuel qui est possible, qui part d'un autodiagnostic finalement de l'entreprise sur où elle en est sur les différents aspects en termes de promesses employeurs, d'image employeur, de son site internet, ses réseaux sociaux, les sites de notation. On va analyser un petit peu tout ça et puis faire un plan d'action, un plan de recommandation pour avancer sur le sujet. Merci Xavier. Donc on vous mettra les liens, bien sûr, des ressources qu'on évoque aujourd'hui sur YouTube, sous la vidéo. Magali, je m'adresse à toi. On a évoqué tout à l'heure, quand on parlait de l'offre d'emploi, d'éléments que vous mettiez en place en faveur de la QVCT. Est-ce que tu sens aujourd'hui que ça a un réel impact sur la fidélisation de vos salariés ? Est-ce que vous avez une différence ? Est-ce que vous avez justement des salariés qui reviennent ? Parce que c'est quand même des contrats particuliers, les contrats saisonniers. Comment ça se passe chez Vacances Léo Lagrange ? Alors, nous avons la chance d'avoir des collaborateurs saisonniers titulaires, donc qui reviennent chez nous tous les ans. Et nous en avons notamment qui sont là depuis 20 ans. Donc, je pense que ça fonctionne de travailler chez nous. Par exemple, nous avons un réel engagement de la direction générale dans la prévention des risques auxquels sont exposés les collaborateurs. Donc, nous nous faisons accompagner par la médecine du travail pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous avons un réel engagement de notre directeur général qui l'a soulevé en CSE de faire venir un ergonome sur tous nos établissements pour pouvoir accompagner les collaborateurs dans leur posture
pour accomplir leur mission, pour qu'ils soient moins fatigués, qu'il y ait moins de maux de dos notamment. Nous essayons de pérenniser les emplois malgré la saisonnalité et comme tu disais tout à l'heure et comme nous en parlions tous, nous mettons vraiment un engagement dans la formation de nos collaborateurs. Nous relevons ces besoins par les entretiens d'évaluation et par les entretiens professionnels. Nous avons un suivi donc de la formation de nos collaborateurs et aussi sur la sécurité, sur les obligations de formation en termes de sécurité. Vous dire aussi quelque chose d'important, c'est que nous avons des élus du comité social et économique dans quasiment tous les établissements. Donc, nous pouvons faire remonter les difficultés des collaborateurs au CSE. Et est-ce que tu penses que le fait d'être une structure de l'ESS amène des éléments complémentaires en fait, à faire valoir, alors soit en interne, soit auprès du grand public? Est-ce qu'il y a des différences selon toi qu'il est important de mettre en avant, justement, pour favoriser la marque employeur? Bien, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons une gouvernance qui est désintéressée, donc pas d'actionnaires. Et par exemple, nous avons un rapport entre le plus bas salaire et le plus haut salaire qui est inférieur à 5. Donc, je pense que nous avons une vision et nous pourrons montrer à nos collaborateurs que nous faisons ce que nous disons, que nous sommes réellement engagés. Notre direction générale est assez proche des collaborateurs parce que nous avons des établissements dans un grand quart sud-est. Donc, géographiquement, nous essayons de nous déplacer très régulièrement sur les établissements afin d'être accessibles et de pouvoir entendre les collaborateurs, quels qu'ils soient. Dans les établissements, les directeurs d'établissement font une réunion d'accueil de tous les collaborateurs. Donc, comme le disait tout à l'heure Virginie, il y a une importance du onboarding, de bien présenter l'établissement. Et également, nous avons des réunions hebdomadaires avec les chefs de service et le directeur d'établissement de manière à suivre les collaborateurs et à les accompagner dans leurs difficultés. Éventuellement, voir les problématiques avant qu'elles ne prennent de l'ampleur et complètement mettre en place des actions. Exactement. Super, merci. Merci Magali. Est-ce que dans le cadre de vos recrutements, vous avez fait appel à des nouvelles formes, des nouvelles manières de recrutement? C'était un peu l'introduction de ce temps et puis le cœur aussi de notre Midi de l'emploi, puisque donc avant toute chose, il faut agir sur le processus de recrutement, la marque employeur, mais il y a aussi des nouvelles astuces, des nouvelles méthodes qu'on va voir tout de suite. Donc, est-ce que ça a été le cas pour vous? Alors oui, nous avons eu la chance de travailler avec l'Union nationale des associations du tourisme, donc l'UNAT, et les missions locales de la région. Et nous avons accueilli dans notre établissement le balcon des Écrins qui est dans les Hautes-Alpes, dans la station de ski de Réalon. Nous avons accueilli différentes missions locales avec des jeunes pour leur donner un accès au métier. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'entretenir avec différents responsables de service, donc en maintenance ou en restauration, de manière à pouvoir poser leurs questions et connaître véritablement les métiers du tourisme. Et la chance que nous avons eue, c'est que de mémoire, il me semble bien que nous avons pu recruter un serveur. Et ensuite, nous avons fait, donc après les échanges avec les collaborateurs, nous avons fait des entretiens inversés. C'est-à-dire que ces jeunes ont pu nous poser des questions, donc moi en tant qu'RH, et le directeur d'établissement nous posait des questions exactement sur ce qui est attendu dans un entretien d'embauche. Et nous avons pu leur expliquer exactement quelles sont les attentes des employeurs. Super, donc si je comprends bien Virginie, ça fait partie, ce genre d'événement, ce genre de dynamique, des nouvelles approches. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme finalement, nouvelles approches de recrutement? L'idée essentielle à retenir, c'est surtout créer une rencontre en direct. L'accès en fait à un entretien, c'est un petit parcours du combattant pour les candidats. On parlait de différentes étapes de process de recrutement ou de longueur de recrutement. Donc, pour accélérer les recrutements, in fine, c'est tout simple, c'est être au cœur de l'intermédiation entre l'entreprise et le demandeur d'emploi. Donc, effectivement, sur ces sujets de tension de recrutement et d'attractivité, on a mis en place la détection de potentiel. C'est un dispositif qui est soutenu par la région Sud et le PRIC, qui a vu le jour il y a 3 ans. On agit en fait sur 12 secteurs d'activité pour susciter des vocations, faire découvrir des secteurs d'activité où quelquefois il y a un déficit d'image, des idées préconçues et où donner envie
en faisant venir en fait des employeurs ou tout l'écosystème partenarial, fédération, ça peut être aussi des OPCO qui interviennent en fait. Ça peut être aussi des partenaires du réseau pour l'emploi. On peut délocaliser ces ateliers qui durent une demi-journée en fait au sein des missions locales, de Cap Emploi, APEC, mais généralement on les anime en fait dans les 60 agences France Travail de la région et ou sur des formats hors les murs. On a de nombreuses entreprises de l'ESS qui y participent, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, du commerce, du sanitaire et social. On a eu fait des ateliers, par exemple, dans des EHPAD. On le fait, il y a des structures d'aide à domicile qui viennent très régulièrement participer à ces ateliers. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est quasiment à 20 000 demandeurs d'emploi qui ont pu en bénéficier, majoritairement pour les plus éloignés de l'emploi, en fait, et avec 57% d'entre eux qui se sont orientés vers ces secteurs en tension, en construisant bien évidemment des dynamiques de parcours, en fait. Ça, c'est sur le sujet comment donner envie, comment agir sur les métiers en tension. Si je comprends bien, ça permet aux entreprises de capter un public différent, peut-être que celui qu'elles captent d'habitude en tout cas. Et en tant qu'entreprise de l'ESS, on veut faire partie de cette dynamique. Comment on s'y prend, à qui on s'adresse pour pouvoir avoir recours à ce type d'événement? À son conseiller France Travail. Donc, du coup, il y a un numéro de téléphone, c'est le 39 95. C'est la ligne entreprise. Et où, en fait, sur mes événements emploi, vous avez tous les événements, en fait, de France Travail qui sont répertoriés. On peut en créer à la carte aussi, pour toute demande d'employeur. Après, là, aujourd'hui, c'est pour agir effectivement sur la transférabilité des compétences. On sait qu'il y a eu l'effet Covid, mais il y a 40% des demandeurs d'emploi qui souhaitent se réorienter ou qui seront amenés à changer d'entreprise. On sait que les générations Z, elles ne passeront pas toute leur vie au sein de la même entreprise. Donc, ça nous permet de travailler sur l'orientation et ou donner envie sur certains secteurs d'activité. Voilà. Ça, c'est plutôt de l'orientation pour susciter des vocations. Et sans ça, donc du coup, après, on a de nouvelles approches, mais en matière de recrutement. C'est-à-dire ? Alors, donc du coup, France Travail, aujourd'hui, on innove sur une approche plutôt basée sur les compétences, plutôt qu'une approche basée sur des critères académiques, où on va faire fi du CV, de l'expérience professionnelle et ou du diplôme. Et comment on fait? Quelle est la formule? On en a 2 aujourd'hui qui peuvent être proposés, soit les recrutements immersifs. Donc, les recrutements immersifs, c'est une méthode 100% en fait soft skills ou compétences douces ou savoir-être. On va aller évaluer 3 à 4 savoir-être déterminants au sein de l'entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment par contre une méthode, je dirais, plutôt collective plutôt que compétitive. Pourquoi? Parce qu'on associe à chaque fois le recruteur. Donc, du coup, en fait, c'est un duo, même un trio qui se crée entre le RH, le manager, pour qu'il n'y ait pas de gap en termes de prise de décision, et le collaborateur France Travail. Donc, ça passe par quoi? Par une analyse de poste au départ, où on va découvrir quel est notre terrain de jeu que l'entreprise nous laisse à donner, quels sont les savoir-être, quelles sont les conditions de travail. Et ensuite, il y a toute une ingénierie de recrutement qui s'opère, où on va créer 3 à 4 défis pour maximum 14 demandeurs d'emploi. Le RH et le manager, ils ont un rôle d'observateur. In fine, en quasiment 1h30, la séquence de défis se passe. Ensuite, donc du coup, il y a un débrief collectif. Et après, donc, on passe aux entretiens. Les entretiens ne se jouent pas sur le CV, ni sur le parcours passé, mais uniquement sur les savoir-être et les motivations. Donc, le matching, finalement, il se fait de manière alignée avec les valeurs de l'entreprise et le potentiel du candidat, à partir du moment où l'entreprise accepte de jouer le jeu et de se concentrer uniquement sur les savoir-être. Aujourd'hui, l'enquête BMO nous dit quoi? Elle nous dit 6 entreprises sur 10 sont prêtes à recruter uniquement sur les savoir-être. Pourquoi? Parce que finalement, le savoir-faire, ça s'apprend en fait. Donc, il y a des parcours de formation qui peuvent être mis en place en entreprise. Est-ce qu'il y a des métiers types qui sont plutôt ciblés sur ce type d'action? C'est ce qu'on voyait au départ, parce qu'en fait, c'est une méthode qu'on a incubée il y a 2 ans, en fait, et qui connaît un bel essor. C'est applicable à tout métier, en fait, à partir du moment où l'entreprise est prête à faire ce pas de côté, en fait. Aujourd'hui, on le voit, cette méthode, elle séduit les entreprises
et notamment des employeurs de l'ESS. Sur l'aide à domicile, on a eu l'ADMR, on a commencé par l'ADMR du 06, il y a eu un effet ricochet sur tous les territoires. Adar, c'est pareil, on l'a eu fait avec aussi dans la restauration, avec le hameau de Montrieux, qui fait partie aussi de l'ESS. Ça fait déjà 3 recrutements qu'on fait pour eux, en fait, sur des postes de touche-à-tout. Ils les ont appelés les touche-à-tout. Donc, c'est applicable à tous les métiers. Très honnêtement, il y a aussi bien des petites entreprises que des grandes entreprises qui nous sollicitent. L'essentiel, c'est d'avoir à minima 3 postes. Et on n'intervient que sur des contrats durables, CDD de 6 mois ou CDI. Dans la même veine, on a le même pendant, c'est la méthode de recrutement par simulation. Là, on a plus de recul à France Travail. C'est une méthode qui existe depuis 30 ans, qui est basée uniquement sur les habiletés. Donc, sur un principe d'analogie d'une situation de travail rencontrée. On va simuler, en fait, sur une demi-journée, l'employeur n'est pas présent, on va évaluer, en fait, les habiletés du candidat à pouvoir exercer cet emploi. Une fois que le candidat a obtenu la note seuil, il est présenté à l'entreprise. L'entreprise ne revient pas sur le CV, ni l'expérience, ni le parcours, mais valide uniquement les savoir-être. Cette méthode, elle existe depuis longtemps. Elle est utilisée par de nombreuses entreprises. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ces sujets. Et ça, c'est totalement pris en charge par France Travail. Je veux dire, est-ce que l'entreprise doit payer pour avoir recours à ces services ? Alors, France Travail est un service public. Donc, du coup, c'est gratuit. Cette ingénierie de recrutement est vraiment gratuite. Et quand je parlais de rencontres aussi un petit peu inédites, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les stades vers l'emploi que l'on déploie en fait depuis maintenant quasiment 5 ans. Ça s'inscrit en fait dans les clubs sportifs engagés, donc pour toutes les associations sportives qui souhaiteraient se lancer sur le sujet. Tout simplement, l'employeur, il fait tomber la chemise, il chausse les baskets et il vient sur le terrain. Il est mélangé en fait avec les demandeurs d'emploi. Donc, sous le couvert d'anonymat, tout le monde est réparti en équipe. Il y a une séquence d'activité physique, je dirais d'activité douce quand même. Ensuite, un moment de convivialité. Et puis, après, on passe au format job dating. Les valeurs du sport, finalement, c'est aussi un moyen de recruter. On va pouvoir se rendre compte, grâce aux valeurs du sport, que soit le candidat a l'esprit d'équipe, soit il fait preuve de réactivité et ou de persévérance. Donc, le sujet des savoir-être, c'est un réel sujet aussi en matière de recrutement. Pour les associations sportives, du coup, c'est Stade vers l'emploi ou alors Non, c'est les associations sportives en fait qui peuvent se greffer à une fédération pour qu'on puisse le mettre en place. Après, c'est ouvert à toute entreprise de pouvoir participer à ces stades. En général, on en fait une 20aine par an. Mais voilà, on va bientôt s'associer aussi à l'APEC sur ces sujets. Je vous invite vraiment à y participer. Ça peut faire peur pour une structure de se dire « Ok, il y a des nouvelles méthodes, mais est-ce que ça ne va pas me prendre trop de temps par rapport à la plus-value ?» Comment vous vous situez par rapport à ça ? Quels sont les retours que vous avez des entreprises qui ont déjà eu recours à ce type de démarche innovante ? Alors, je vais vous donner un exemple. On a fait un recrutement immersif avec Carrefour. Dans le cadre d'un processus de recrutement classique, ils ont écarté des candidats sur CV et même suite à entretien. Nous, on ne les a pas écartés pour participer ensuite à la séquence de recrutement immersif, puisque c'est ouvert à tous les candidats à partir du moment où ils acceptent ce process de recrutement. In fine, c'était leur coup de cœur. Donc, ils ne l'ont pas sélectionné en entretien et en le voyant en entreprise interagir et sur la base des savoir-être, ça a été leur coup de cœur. Donc voilà. Après, ça s'accompagne. Même si on se dit que 6 entreprises sur 10 sont prêtes à recruter par les soft skills, il faut savoir les rassurer. Ça s'accompagne par une analyse de poste, par de l'interconnaissance. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, si les entreprises veulent recruter, il faut qu'elles arrivent à faire ce pas de côté. Dans le chat, dans le SMS Wall, on a un petit recrutement immersif pouce-pouce. Donc, il me semble que c'est quelque chose qui est aussi apprécié par celles et ceux qui nous écoutent. Je vous propose de revenir sur une question aussi qu'on a eue, et ce sera pour toi, Virginie. Si je ne suis pas assez armée pour recruter, c'est quoi une masterclass France Travail ? Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus ? Masterclass, c'est un anglicisme.
On peut parler d'atelier, au besoin simplement. Ou si ce n'est pas un atelier, ça peut être un échange avec l'entreprise pour le guider et l'accompagner en fait sur les sujets de l'attractivité de l'offre d'emploi, la marque employeur ou tout autre sujet lié au recrutement en fait. Je vous propose juste après une dernière question à Magali, peut-être pour clôturer les échanges. Est-ce que tu pourrais nous donner un dernier conseil qui, selon toi, est peut-être un des plus importants, ou en tout cas celui qui te vient comme ça en tête, sur l'essentiel pour un bon recrutement quand on a des difficultés de recruter en tant que structure de l'ESS? Quel conseil vraiment tu pourrais te donner qui te semble essentiel à tes... Alors, je pense que je vais revenir sur ce que nous avons tous dit, mais je pense une clarté de l'offre d'emploi. Déjà, être très clair pour que ça matche, en fait. C'est-à-dire que le candidat ne soit pas déçu et l'employeur non plus, parce qu'il faut être à l'écoute des deux. C'est-à-dire que l'employeur doit être très clair sur ses attentes et le candidat, comme ça, pourra se positionner de manière claire également. Et avant toute chose, pour rejoindre un peu ce que disaient Xavier et Virginie, ne pas hésiter effectivement à faire ce pas de côté. C'est-à-dire que je pense que la motivation est la chose la plus importante. Recruter un nouveau collaborateur motivé, il soulèvera des montagnes, sans aucun doute. Et les compétences s'acquièrent, ça, c'est certain. Par contre, effectivement, il faut que l'employeur soit prêt à accompagner le nouveau collaborateur. Je pense qu'effectivement, il faut maintenant un engagement des deux parties. Merci. Est-ce que vous voulez dire peut-être un mot aussi pour clôturer ces échanges? Je vois que pour l'instant, on n'a pas encore d'autres questions sur le chat, donc c'est l'occasion. Je voulais juste dire que la marque employeur, on en parle beaucoup, mais ça ne doit pas rester des mots, en fait. Il faut que ce soit incarné par l'entreprise. Sans ça, le candidat, in fine, on n'arrivera pas à le fidéliser. Xavier, un petit mot de la fin? Oui, effectivement, ça rejoint ce que dit Virginie, la marque employeur. Le terme peut faire peur, surtout pour des structures peut-être comme qui sont dans le secteur de l'ESS, qui c'est pas leur ADN, ça sonne un petit peu marketing, etc. Il faut se dire que c'est aussi l'occasion de transformer aussi son organisation en interne, de créer un climat favorable au développement des compétences des collaborateurs, essayer de les fidéliser, essayer de faire qu'ils se sentent bien aussi au sein de l'entreprise, pour après pouvoir faire venir éventuellement d'autres candidats. Mais du coup, ça joue vraiment dans le sens vraiment des valeurs de l'ESS, de faire ce développement-là, et ça se fait vraiment dans ce sens. Et puis après, pour revenir sur ce qui a été dit, le fameux pas de côté, c'est vraiment quelque chose qu'on défend aussi, nous, beaucoup, à l'APEC, essayer de faire se rendre compte aux entreprises que le candidat idéal n'existe pas forcément, mais il y a plein de candidats avec des profils aussi atypiques, des parcours de vie qui peuvent être différents et qui ont plein de compétences à apporter. Il faut essayer de tout mettre en œuvre pour pas se couper de ces talents-là. Merci Xavier. Il y a une question qui apparaît, et je vais vous la mettre tout de suite à l'écran. C'est est-ce que ces nouvelles formes de recrutement concernent les PME-TPE de l'ESS? Est-ce que les dispositifs dont on a parlé, notamment les dispositifs de France Travail, même l'utilisation potentiellement de l'IA, on n'est pas forcément rentré dans le cœur de ces éléments-là, mais est-ce que ça peut concerner les petites structures de l'ESS, tout en sachant qu'aujourd'hui, en fait, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la grande majeure partie des structures de l'ESS sont moins de 50 salariés? Oui, notre priorité d'ailleurs à France Travail, c'est d'accompagner les TPE et les PME sur la méthode de recrutement par simulation, même si ce sont des besoins isolés. Je prends l'exemple de l'aide à domicile. On peut mutualiser des besoins isolés de différentes structures et mettre en place cette ingénierie de recrutement. Sur les stades vers l'emploi, c'est pas un sujet. Sur aussi les ateliers détection de potentiel, vous pouvez même être une petite entreprise qui a un savoir-faire très spécifique dans l'industrie et méconnu et venir à nos ateliers. L'idée, c'est de donner envie aujourd'hui, susciter des vocations. Et une dernière question avant de clôturer. Je ne sais pas comment rendre mon offre d'emploi attrayante. Les métiers de service restent durs et je ne veux pas faire illusion. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous avez des conseils? Je pense, moi instinctivement, je pense à quand même Vacances Léo Lagrange. Je me dis que les métiers dans la restauration notamment sont assez complexes et pour autant, vous réussissez à faire des offres d'emploi attrayantes. Est-ce que c'est parce que vous avez d'autres avantages? Je pense au logement, je pense à des jours peut-être de congés supplémentaires ou que sais-je, mais en tout cas des avantages sur la QVCT. Est-ce que ça joue le fait de l'afficher sur l'offre d'emploi? Est-ce que
Ça peut être utile dans ces cas-là? Oui, je pense que c'est très important. Notamment, nous, nos collaborateurs sous les établissements ont accès aux infrastructures des établissements en dehors des heures de travail. Donc, je pense notamment à la piscine. C'est quand même agréable quand on travaille en saison, l'été, de pouvoir avoir accès à la piscine en dehors des heures de travail. Ou alors, par exemple, nous avons une collaboratrice qui est employée de ménage, mais qui a d'autres compétences et qui, par exemple, pourra exposer ses bijoux lors des apéros en fin de journée. Et ce qui permet aussi, je pense, aux clients d'avoir une autre vision de nos collaborateurs. Ils sont mis en valeur en fonction de leurs compétences transverses. Ou alors, ils participent également au spectacle. Donc, ça permet effectivement aux clients de les voir autrement et de reconnaître le collaborateur, pas seulement pour les missions pour lesquelles on l'a employé, mais pour ce qu'il est vraiment. Comment ça, vous pouvez le mettre en valeur, justement, ces éléments? On le note dans les avantages. Donc, au-delà du logement et de la nourriture, on marque accès aux structures de l'entreprise, accès aux actions sociales du CSE. Et j'y reviens encore, mais sur la clarté de l'offre. C'est-à-dire vraiment être très précis sur les missions qui vont être confiées aux collaborateurs. Et peut-être, effectivement, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une aide au niveau de l'ergonomie, le préciser dans l'offre d'emploi pour permettre effectivement à ces métiers qui sont des métiers difficiles physiquement, de montrer que l'employeur y porte un intérêt et comment il pourra accompagner le collaborateur à accomplir ses missions. Merci beaucoup. Merci Virginie, merci Xavier, merci Magali pour ces apports très riches sur ce temps du midi, donc sur ce 4e midi de l'emploi. On n'a pas forcément d'autres questions là sur le SMS Wall, donc je vous propose de clôturer ce moment. Nous pouvons retenir sur ce temps la nécessité de s'adapter à l'évolution des attentes des candidats, comme nous l'avons bien entendu, l'importance d'avoir un processus de recrutement clair avec les différentes phases essentielles aussi écrites. Au-delà des méthodes de recrutement, travailler sur l'employabilité, comme on le dit à l'UDES, donc si vous voulez, c'est la marque employeur. La marque employeur en interne, en externe, ce qui se fait concrètement au-delà d'une simple communication, comme nous avons pu le voir. Et une fois ces conditions réunies, faire appel à des nouvelles formes de recrutement, c'est aussi très intéressant, comme nous avons pu le voir, pour capter de nouveaux publics et puis mettre en valeur la structure au-delà de ces éléments-là. Pour aller plus loin sur la question d'attractivité des métiers, donc n'hésitez pas à prendre connaissance des indicateurs d'évaluation, comme je le mentionnais tout à l'heure, de l'appel des employeurs engagés qu'a porté l'UDES en 2021, mais qui est toujours d'actualité, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact. Je pense notamment à France Travail et à l'APEC. Donc, n'hésitez pas à prendre contact sur l'ensemble des ressources qu'on a évoquées, donc, que ce soit sur les ateliers sur la marque employeur ou encore sur les processus de recrutement via les masterclass France Travail. Vraiment, n'hésitez pas. Ce sont des agences qui sont là pour aider les employeurs de l'ESS dans leur recrutement. On l'a évoqué, il y a des nouveaux outils qui apparaissent au-delà du processus sur le recrutement via l'intelligence artificielle notamment. Et je vous informe que nous traiterons ce sujet de l'intelligence artificielle dans l'organisation du travail sur notre prochain Midi de l'Emploi et des RH. Encore une fois, merci à nos intervenants. Merci à la DRED Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a permis d'organiser ce temps. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de vos échanges et puis aussi pour vos questions. C'était aujourd'hui donc notre 4e Midi de l'Emploi et des RH en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons hâte de vous retrouver pour le 5e Midi de l'Emploi et des RH, toujours pour favoriser l'emploi dans les structures de l'ESS. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.